Dans le podcast AWS français, vous savez, on est à Las Vegas toute la semaine pour la conférence AWS Reinvent et on débriefe tous les jours en 15-20 minutes les principales annonces de la conférence client d'AWS avec des partenaires, avec des clients que j'ai le plaisir de rencontrer dans les couloirs ou dans les couloirs virtuels sur Signal. On a un groupe avec tous les francophones qui sont là. C'est comme ça que j'ai trouvé Sébastien qui m'accompagne aujourd'hui. C'est deux Seb qui font le podcast aujourd'hui. Sébastien Napoléon, tu es consultant chez Hippon Technologies, premier Reinvent. Tu es AWS Community Builder aussi. C'est quoi un Community Builder ? Alors, un Community Builder, c'est un super programme que AWS a lancé il y a quelques temps, qui permet aux gens justement qui aiment partager autour de AWS, donc que ce soit des articles, que ce soit des talks, des conférences. Ça permet de les regrouper ensemble. C'est un programme qui a été lancé avec des inscriptions, donc tout le monde ne peut pas rentrer, mais la plupart des gens, si on montre qu'on aime AWS, qu'on aime partager, on peut y rentrer et c'est super parce que ça nous permet de rencontrer énormément de personnes, d'augmenter le réseau et surtout on peut avoir des super opportunités comme moi j'ai eu. Donc aujourd'hui j'ai mon entreprise Hippon qui m'accompagne pour Reinvent, mais en plus de ça j'ai réussi à gagner ma place pour Reinvent grâce à ce programme parce que j'ai été sélectionné pour faire un talk à Reinvent cette année. Donc on te bande au Community Builder des mois avant Reinvent. Est-ce que vous voulez parler de quelque chose ? Tu as proposé un sujet et tu vas parler de quoi ? Alors je vais parler d'Event-Driven Architectures, donc comment analyser et stocker les événements qui transitent un peu dans nos architectures Event-Driven. J'ai fait un podcast sur les Event-Driven Architecture, je me souviens pas quand, mais cherchez dans les notes du podcast, je vous mettrai les liens évidemment, vous pouvez aller réécouter cet épisode-là. Ce matin, c'était la keynote d'Adam, donc Adam est le nouveau CEO, enfin nouveau, ça fait 2 ans maintenant, 1 an, 2 ans, qui remplace Andy Jassy qui lui gère le groupe Amazon. La keynote d'Adam, elle est plus business typiquement, ça c'est le mardi, on est bien mardi aujourd'hui, oui, on est bien mardi aujourd'hui. Le mercredi, on a la keynote de Swami qui est plus data analytics, machine learning. Et le jeudi, on a la keynote de Werner qui est très geeky, très développeur. Et j'ai oublié de mentionner celle du lundi soir, la soirée avec Peter DeSantis qui est notre VP infrastructure. Donc là, c'est le monsieur qui gère toutes les équipes, qui conçoivent et construisent et opèrent les data centers et les réseaux d'AWS. C'est assez geeky également la keynote de Peter. Alors, dans la keynote de Peter et celle d'Adam aujourd'hui, quels sont les trucs que tu as retenus ? Alors, beaucoup d'AI/ML, surtout sur les annonces ce matin d'Adam, malgré que ce ne soit pas la keynote sur le AI/ML, mais beaucoup de bonnes choses qui ont été annoncées ce matin. Notamment, moi, j'ai beaucoup apprécié le Amazon Q, qui est un assistant, du coup, qui est powered by, qui est alimenté par une generative AI, qui va nous permettre, notamment, moi, ce que j'ai vu, c'est dans la console, de pouvoir nous aider à débugger, que ce soit des lambda, des security groups ou la plupart de ces choses-là. Donc directement, quand on va lancer notre lambda, ça nous permet de voir dans la console, on va avoir un petit encart qui va s'afficher en haut, qui va nous permettre de résoudre potentiellement les soucis qu'on peut avoir sur notre lambda, directement grâce à Amazon Q. Ça, c'est quelque chose qui est super. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée avec Amazon Q, c'est la possibilité de pouvoir upgrade, donc mettre à niveau les versions de Java qu'on va avoir dans nos applications. Et ça, c'est quelque chose qui sera possible, donc la partie refactoring avec Amazon Q directement dans notre code. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs d'applications qui ont des codes base énormes en Java 8 ou Java 10 ou 11. Et puis, maintenant, le minimum, je dirais, pour déployer, c'est Java 17. C'est pas le dernier, mais c'est là qu'il faut être. Et faire ce travail de refactoring, c'est assez long, c'est tedieux, il y a des risques d'erreur, etc. Et donc, si on a un assistant qui peut faire ça pour nous, eh bien, ça permet de simplifier, d'accélérer beaucoup le travail également. Dans la keynote, Adam a donné un chiffre, il parlait de 2000 applications d'Amazon, qui est un des clients d'AWS finalement, qui a été migré en 2 jours, c'est ça ? Exactement, et c'est les chiffres qui nous ont été donnés. Si on arrive à faire quelque chose comme ça, c'est vraiment super impressionnant. On sait très bien que la partie mise à jour des applications, notamment sur des choses comme du Java, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça va aller plus loin aussi. On va parler, là pour le moment c'est Java, on va supporter .NET également, ça a été préannoncé. Je ne sais pas s'ils l'ont dit dans la keynote, parce que je n'ai pas tout regardé en détail, mais dans le blog post on parle de .NET qui arrivera dans le futur. Et puis également porter de Windows vers Linux, c'est-à-dire je refactorise mon code, je modernise mon code pour le porter sur Linux, donc ça offre beaucoup de place. Alors tu as parlé d'Amazon Q dans la console, j'ai vu un autre exemple dans la console, c'était amusant. J'arrive pas à me connecter à mon instance EC2. Et non seulement il te donne toutes les raisons, mais il va également regarder dans ta configuration, dire voilà, le security group là, c'est tel security group, il n'a pas le port TCP/22, la network interface, là, elle n'est pas attachée à une table de routage, machin. Donc il va plus loin qu'expliquer, il va vraiment débugger
en fonction de ton contexte. Il y avait d'autres choses dans Q qui t'ont marqué, parce que Q, c'est comment le dire, c'est un nom plutôt générique que vous allez retrouver à plein d'endroits. L'exemple que tu as donné, c'est dans la console, mais il y a aussi Amazon Q pour QuickSight, pour faire des analyses en langage naturel, pour faire des dashboards. Il y a Amazon Q pour Amazon Connect, les call centers. Il y a Amazon Q dans votre éditeur de code, donc si vous utilisez les plugins AWS dans VS Code ou dans JetBrains, vous avez déjà Code Whisperer qui vous suggère de code, mais maintenant avec Amazon Q, vous pouvez poser des questions, lui demander c'est quoi le code que je viens de copier-coller là, de Stack Overflow, qu'est-ce que ça fait, ou quels sont les risques de sécurité, etc. Poser des questions et interagir. Donc Q, vous allez retrouver Q partout finalement. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a aussi Q for Business. Ça te dit, tu veux en parler ou j'en parle? Je vais plutôt te laisser en parler parce que je ne me rappelle plus exactement le sujet de Q for Business. Mais... Donc l'idée de Q for Business, c'est si vous avez envie, vous, de déployer un chatbot interne pour vos employés, mais qui soit capable de non pas simplement répondre de façon générique, mais de répondre de façon très pertinente sur les données de votre entreprise, avec les noms des services, les noms des produits, d'interagir avec vos systèmes de gestion de tickets, etc., qui permet de connecter des data sources de l'entreprise, des S3 évidemment, mais du Gmail, du Dropbox, du Salesforce, du Confluence, donc des Jira, des wikis et des choses comme ça, pour ingérer ce contenu-là et pour pouvoir faire des réponses qui sont personnalisées selon le contexte et la pertinence des données de l'entreprise. Donc ça, c'est Amazon Q pour Business, pour déployer des bots internes. Après, vos clients, enfin vos utilisateurs, les employés n'ont pas besoin de compte AWS, ils se connectent dessus en single sign-on. Quoi d'autre dans la keynote pour toi? Alors moi, il y a eu l'annonce de Graviton 4. C'est toujours pareil, j'aime beaucoup les annonces de Graviton à chaque fois. Et encore une fois, il y en a un nouveau qui arrive. Cette fois avec des chiffres, je crois que c'est 40% plus rapide que les Graviton 3. C'est des choses qui sont super cool parce qu'il y a beaucoup de migrations. On peut faire très facilement des migrations vers Graviton et ça va vraiment nous permettre d'économiser beaucoup d'argent sur la partie compute. C'est important ce que tu disais. Alors, il y a deux choses super importantes dans ce que tu disais. Économiser de l'argent, parce que les processeurs Graviton sont moins chers que les processeurs x64 équivalents. Et tu as dit aussi, c'est super facile de migrer sur Graviton. Et souvent, en tant que développeur, on se dit « Ouais, mais si je dois migrer sur une autre architecture de CPU, c'est horrible, etc. » Mais en fait, non, parce que la plupart du code qu'on écrit aujourd'hui, c'est du JavaScript, c'est du Java ou du Python. Et là, il y a absolument rien à changer. Et puis parfois, dans certains cas, vous écrivez du code en C++ ou des choses un peu plus bas niveau. Et la plupart du temps, il suffit de recompiler. Même si c'est du Go ou du Swift, il suffit de recompiler et voilà. Et puis parfois, oui, il faut changer quelque chose. Mais là, il y a des kits de migration qu'on fournit également. Vous avez des workloads Ypon, c'est une boîte de services, donc vous travaillez chez des clients, mais tu vois des workloads en production sans nécessairement citer les clients sur Graviton? On en envoie, oui. Là, dès que je peux mettre du Graviton, en général, je vais essayer de mettre du Graviton. Il y a quelques cas d'utilisation que j'ai pu rencontrer où j'ai pas pu mettre du Graviton, notamment quand on travaillait avec du 100% serverless, avec du Python. On avait tout ce qui était du Pandas, l'utilisation de Pandas, vu que c'est compilé en C derrière. C'était pas encore sorti, c'était il y a déjà 1 ou 2 ans, mais ils n'avaient pas encore sorti la version compilée qui passerait sur de l'ARM. On était en attente pour ça, mais c'était les seuls cas où je n'ai pas pu le faire. Oui, c'est un bon point, ça. C'est quand tu utilises des librairies qui sont elles-mêmes en binaire et qui sont compilées et que tu n'as pas le contrôle sur ces librairies. Je parlais avec un client, d'ailleurs c'est dans un épisode de podcast où je peux citer le nom du client, c'est Bedrock à Lyon, qui a déployé des clusters d'analytics d'Intel, de x64, je ne suis pas certain que ce soit Intel, mais de x64 vers Graviton, juste en changeant une ligne dans leur CloudFormation et redéployer. Et voilà, et la différence de coût est énorme. Parce que ça, c'est l'autre manière de consommer du Graviton, c'est dans les services managés d'AWS. On peut faire du Graviton sur Lambda, du Graviton sur des tas de services sur RDS également, et sur d'autres services managés. C'est une instance, Aujourd'hui, c'est pas plein d'instances. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont annoncé en preview une seule instance. R7 ou R8 de nom, ça commençait par R8. Et avec tout un tas d'autres instances qui allaient arriver dans le futur sur du Graviton 4. Pour reconnaître les instances Graviton, vous regardez dans le nom de l'instance. Donc R, c'est... Je réexplique toujours, désolé si vous connaissez déjà ça, mais R, c'est le type d'instance. Donc R comme RAM, c'est les instances avec beaucoup de mémoire. C, c'est compute, et puis il y en a d'autres. Puis il y a la génération, c'est un numéro de version, donc là on arrive à 8. Et puis il y a les caractéristiques derrière. Quand il y a un petit G, c'est Graviton. Il y a du T
3G, il y a du CG, il y a du RG et du MG également. On a parlé de Q, on a parlé de Graviton. What's next? Alors la première annonce qui avait été faite, c'est le S3 Express One Zone. Et là, je pense à mes amis de Hippon qui font de la data. La data et du ML, chez qui je pense que ça va beaucoup aider. Donc pouvoir avoir, je crois que c'est single digit millisecond latency qui a été annoncé. Donc vraiment quelque chose qui pourrait être très utile pour le high computing, enfin tout ce qui est le computing, le high performance computing, avec notamment tout ce qui est la partie AIML pour pouvoir entraîner des modèles de données, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être super cool. Et c'est la première fois sur S3 qu'on a la possibilité de choisir notre availability zone directement aussi. Ça, c'était rigolo. Ouais, c'est une nouvelle classe de stockage pour Amazon S3 où vous pouvez, quand vous choisissez cette classe de stockage-là, vous choisissez une availability zone, comme tu l'as dit, et toutes vos données seront dans cette zone de disponibilité-là. Ce qui est un peu contraire à la philosophie d'S3 où automatiquement il y a de la réplication sur plusieurs zones de disponibilité, historiquement depuis 17 ans que S3 existe. Mais il y a beaucoup de clients qui nous ont dit « Ouais, mais si j'ai un cluster qui a besoin de manipuler beaucoup de données, le fait de ne pas savoir exactement d'où vient la donnée, de quelle availability zone, ça rajoute quelques millisecondes de latence pour accéder aux données et ça ne convient pas à certains types de workloads. Et tu les as cités, hein, l'entraînement de machine learning, l'analytique sur des gros volumes de données. Donc là, le fait de savoir que toutes vos données seront sur une seule availability zone, évidemment, ça diminue la durabilité de vos données. Si jamais il y a un accident, on peut perdre des données. Donc ce sont des données qui doivent être répliquées, qui viennent d'ailleurs ou qui sont recréables, qu'on peut recréer. Vous diminuez la durabilité des données, mais vous augmentez la performance. Et c'est ça l'unique selling point ou avantage de cette nouvelle classe de stockage, c'est diminuer la latence pour accéder à ces données. Tu me rappelles comment ça s'appelle? S3 One Zone Express ou Express One Zone? One Zone, il me semble, ouais, c'est ça. Express One Zone, on doit s'habituer nous aussi. S3 Express One Zone, on doit aussi s'habituer au nouveau nom des services. Est-ce qu'il y a des choses chez Peter DeSantis hier soir que tu as pu regarder? Alors, ouais, il y avait l'annonce de Aurora Limitless que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas de workflow en tête sur lesquels on pourrait mettre ça parce que je pense qu'il faut quand même des grosses architectures derrière. Mais c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être super utile si justement on utilise énormément Aurora. Oui, c'est deux annonces en matière de serverless. Hein. Il y en a une sur Elastic Cache rapidement. Il va y avoir de l'Elastic Cache serverless maintenant, à la fois sur Redis, à la fois même cache. Et puis celle que tu mentionnes, c'est Aurora Limitless. Donc c'est pour Aurora serverless. Donc Aurora, c'est un système de gestion de base de données compatible MySQL ou Postgres entièrement managé. Et le fait qu'il soit limitless, c'est le fait de pouvoir le scaler et donc de faire du sharding. C'est une de mes questions d'interview préférées quand je fais des interviews de candidats chez AWS. C'est expliquez-moi les différentes manières pour scaler des bases de données relationnelles. Évidemment, il y a le scaling vertical, mettre plus de CPU, plus de mémoire, mais on arrive à des limites. Il y a le scaling horizontal, dire je me rajoute des read replicas de plus en plus, qui convient bien à certaines applications qui lisent beaucoup et qui n'écrivent pas beaucoup. Si on a des applications qui écrivent beaucoup, ça devient plus compliqué. Et un des moyens, c'est de faire du sharding. Du sharding, c'est dire, par exemple, il y a deux manières de faire du sharding. Soit de dire, tous mes clients, ils sont dans le cluster 1, tous mes produits, ils sont dans le cluster 2, etc. Ou alors même de couper des tables, dire, ma table client est tellement grande que tous les clients de A à B, ils sont sur la database 1, de C à D, qui dans la première lettre commence par C à D sur la database. Mais ça pose des problèmes aussi. Et donc, ce que va faire Aurora Serverless Unlimited, c'est faire le sharding pour vous automatiquement. Parce que gérer du sharding au niveau application, c'est compliqué. Donc, il y a un endpoint qui restera stable. Vous n'avez pas à savoir que votre table est partagée. Il y a un routeur de requêtes, donc une espèce d'index qui va dire « Ah oui, c'est un client dont la première lettre du nom commence par A, donc ça va sur le shard 1. » Donc il va router les requêtes vers le bon shard, de manière à ce que le sharding soit tout à fait transparent pour vos applications. Et puis c'est en multi-read aussi, en multi-write également, donc il faut synchroniser extrêmement précisément les modifications, donc il y a besoin d'un time server extrêmement précis. Et là, on a fait l'annonce avant reInvent la semaine passée d'un time server à la microseconde près, et qui est utilisé également pour serverless. Comme tu dis, il faut déjà des grosses bases de données, hein, je crois, pour dépasser les capacités d'Aurora normales pour aller en unlimited. D'autres choses? Alors, je pense que pour finir, il y avait la partie Redshift que j'ai trouvé super intéressante, le Redshift serverless, avec l'optimisation des requêtes qui pouvaient arriver pour pouvoir envoyer d'un côté certaines requêtes et de l'autre
certaines en fonction de la taille des requêtes pour ne pas trop influer sur si justement ils avaient fait la comparaison entre on a une personne qui envoie une énorme requête sur notre cluster et qui va le mettre un peu sous l'eau pendant longtemps parce que cette requête est immense et du coup on a les autres qui sont derrière dans la queue qui attendent. Ils ont sorti ça donc à base d'intelligence artificielle aussi, il me semble. Ça va pouvoir analyser directement vos queries dans Redshift et les balancer dans un cluster ou l'autre en fonction de ce que va faire cette query, si elle est plus grosse ou plus petite. C'est ça, on utilise des techniques d'intelligence artificielle pour optimiser les clusters. Je ne pense pas qu'on peut parler de clusters, mais de Redshift serverless, les endpoints. Techniquement, on dit les endpoints. Ouais, derrière, ça, c'est un cluster. On le sait, un serverless, c'est pas magique. Il y a des machines, mais on dit les serverless endpoints. Et donc, il s'inspire, enfin oui, se nourrit de toutes sortes de données, la fréquence des queries, la complexité des queries, le temps que ça prend pour les exécuter, la répartition des données, etc. pour dynamiquement reconfigurer votre cluster, mais également changer le data schema. Par exemple, il peut créer des materialized views, donc des tables basées sur des views à la volée et les détruire à la volée. Il peut déclencher des vacuums de tables. Vous savez, des vacuums de tables, en deux mots, c'est une espèce de compression de toutes les données de la table, de manière à exécuter vos queries de façon plus rapide. C'est juste un flag à activer, on-off. Vous choisissez si vous l'activez ou pas. C'est dans Redshift et Redshift serverless. D'autres choses ? Je pense que le tour est fait. On a déjà pas mal d'annonces qui ont été faites. Maintenant, la suite va arriver avec les prochaines keynotes. Donc, je crois qu'il y en a une demain matin et encore une après, le matin d'après. Et il y aura encore des épisodes de récap du podcast. J'aurai 2 invités normalement pour parler de la partie data, analytics et machine learning dans l'épisode de mercredi. J'aurai un invité jeudi et puis il y aura le dernier vendredi où on parlera de quelques annonces plic-ploc réparties sur la semaine. Mais quelque chose me dit qu'il y aura du Q aussi, de l'Amazon Q. Sébastien Napoléon de Hippon Technologies, merci d'être venu passer une demi-heure avec nous pour enregistrer le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous, comme ça vous recevez les épisodes automatiquement dans vos applications tous les jours cette semaine et toutes les semaines normalement. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.